Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là ce soir. On va faire comme au théâtre, vérifier vos téléphones pour ne pas perturber nos libraires. Certains sont un petit peu stressés ce soir par devant vous. Oui, on ne croirait pas comme ça, mais le libraire est un animal discret et timide. Donc c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle rentrée littéraire dont on va vous parler ce soir et on est vraiment ravis de vous avoir avec nous. Cette année, c'est 484 romans qui sont sortis depuis mi-août jusqu'à la début octobre à peu près. L'an dernier, c'était 459, donc une hausse de 25 ouvrages à peu près. Nous avions 344 romans français cette année contre 311 en 2024. Et nous avons 73 premiers romans cette année, donc ça c'est toujours aussi une grande satisfaction que de voir des auteurs se lancer. L'an dernier, il y en avait 68. Dans cette grande rentrée littéraire, on a sélectionné nos coups de cœur. Donc il n'y en a pas 484, hein, je vous rassure tout de suite. Et on vous remercie infiniment de votre confiance et de votre fidélité. La survie des librairies indépendantes, ça tient qu'à vous. Et je tiens à vraiment renforcer le message voilà, d'un merci immense. Où que vous soyez en France, quand vous êtes en vacances, s'il vous plaît, allez voir nos camarades. Ici, vous avez un bel exemple de ce qu'on fait avec des camarades libraires. On fait partie des Libraires Ensemble. C'est une communauté de 50 libraires indépendants sur le territoire français et le territoire outre-mer, parce qu'on a quand même des copains de Guyane et Réunionnais qui font partie du groupement. Et de façon ponctuelle, nous faisons des opérations commerciales ensemble, etc. Mais là aussi, pour nos clients, nous mettons en place des catalogues. Donc là, il n'en restait que 100 sur la rentrée littéraire. Mais vous avez aussi le catalogue de nos envies qui sort un peu avant l'été. Et on a aussi le catalogue de Noël qui sort. Ben, voilà, ça s'explique tout seul. Donc moi, je vais commencer à vous présenter mes coups de cœur de la rentrée. Il y en a eu quelques-uns. Là, j'en ai retenu 3 pour vous. Ce sont des lectures tout à fait différentes. Et on va commencer par un livre aux éditions Sabine Vespizer, qui est une très belle maison indépendante, qui a à cœur aussi de choisir des textes, qui lit déjà tous ses textes, et qui va vraiment piocher des textes uniques. Là, on est sur une autrice irlandaise qui s'appelle Catriona O'Sullivan, et elle écrit Pauvre. C'est la première fois qu'elle écrit et qu'elle est traduite en France. C'est l'histoire de sa vie. Et Catriona O'Sullivan, c'est une femme qui n'aurait pas dû s'en sortir, ou en tout cas pas aussi bien. Elle a vécu avec des parents toxicomanes et alcooliques. Et ce qui est très surprenant dans son ouvrage, c'est qu'à l'âge de 6-8 ans, elle sait savoir si sa mère est sous l'emprise de l'alcool ou sous l'emprise de la drogue. Elle explique très clairement qu'une personne alcoolique n'a pas les mêmes réactions qu'une personne toxico. À 6-8 ans, c'est quand même une preuve de discernement assez forte. À peu près au même âge, elle va voir son père faire une tentative de suicide et d'overdose. Donc c'est vraiment, elle vit dans ce monde-là, elle vit en Angleterre, elle est d'origine irlandaise, et ça va être très très compliqué, tant et si bien que c'est une maîtresse d'école qui va lui apprendre les bases de l'hygiène et qui va lui offrir 7 culottes avec le nom des jours écrit dessus. Et le matin, elle lui demandera de venir en avance pour pas qu'elle soit stigmatisée par ses camarades de classe. Et elle va lui apprendre à faire sa toilette intime. Parce qu'à l'école, elle ne sait pas le faire parce que sa mère ne lui a pas appris ces bases-là. Donc elle fait un constat sur sa vie de pauvre, parce que c'est une pauvre. Elle a réussi, elle s'en est sortie, elle a fait des études, mais elle ne veut pas se voir comme une femme qui s'est accomplie seule. Parce qu'elle n'a pas réussi ce travail-là seule, elle l'a réussi grâce à des mains tendues, donc c'est cette maîtresse qui lui a appris l'hygiène, c'est aussi ce prof d'anglais qui lui a transmis sa passion pour la littérature, et c'est à travers toutes ces mains tendues qu'elle a réussi à s'en sortir. Elle ne parle pas d'elle comme un transfuge de classe, elle va se décrire à travers ses mains tendues, et surtout à travers un gouvernement et une société qui oublie les pauvres et qui les laisse de côté, et qui leur dit si vous êtes pauvre, de toute façon c'est de votre faute, vous n'avez rien à apporter à la société. Donc c'est vraiment un texte qui est magnifique, qui est très puissant, et qui fait beaucoup écho à la réalité d'aujourd'hui dans certaines situations. Vraiment, je vous le conseille. Le second texte, ça avait déjà été un de mes chouchous il y a 2 ans.
Donc c'est aux éditions Buchet-Chastel. C'est un livre qui a été écrit par Renaud Meyer et ça s'appelle Retour à Balbec. B-A-L-B-E-C. L'année dernière, il avait écrit Terre étrangère. Non, il y a 2 ans, il avait écrit Terre étrangère et c'était un texte autour de la musique, autour du violoncelle. Ici, on retrouve la musique à travers le piano et on retrouve surtout le lieu de Balbec, qui, pour ceux qui connaissent, c'est la station balnéaire à la recherche du temps perdu de Proust. Donc déjà, les 2 clins d'œil, musique et littérature, ça vous emporte dans un voyage très intéressant. Donc là, on suit Samuel, qui est un pianiste virtuose, parce qu'il se produit partout dans le monde, et du jour au lendemain, il va tout arrêter. Les raisons au début du roman sont un petit peu floues, il arrête tout. Et pendant 10 ans, il va virevolter, faire des petites choses, mais ça reste en suspens, et la station balnéaire de Balbec, là où il passait ses étés quand il était enfant, l'appelle pour dire, écoutez, on a besoin de vous, on fait un festival, on a vraiment besoin que vous veniez jouer. Et c'est cette invitation qu'il va accepter. Il va retourner à Balbec et il va rencontrer une vieille dame qui s'appelle Agatha, qui va lui rappeler sa grand-mère. Et ce jeune garçon, ce jeune pianiste, Samuel, va rappeler aussi à la grand-mère un petit garçon qui venait lui rendre visite dans les étés. Donc il y a des histoires qui vont s'entrecroiser, on est toujours sur des fonds de Chopin, de Debussy, de Ravel, et il faut se laisser embarquer dans le voyage. C'est un texte court, ça fait 160 pages à peu près, donc c'est un texte court qui se lit en un après-midi, et je vous conseille un petit peu de piano pour l'écouter en fond. C'est très très beau, c'est très bien écrit, c'est très poétique, et cette relation entre cette vieille dame et ce monsieur qui est en plein tourment, en plein changement dans sa vie, c'est une très très belle histoire que je vous invite à découvrir. Et mon dernier coup de cœur de la soirée, c'est Voyage, Voyage. Quand on me l'a présenté, déjà moi j'ai vu la couverture et la couverture m'a plu tout de suite. Donc je vais la décrire pour les gens qui sont au bout. Vous êtes sur une autoroute et vous avez l'autoroute de la routine. Et si vous décidez de prendre la sortie 14, elle vous emmène soit vers la passion, soit sur la joie, sur l'espoir, soit sur la fantaisie. Donc on va prendre la sortie peut-être. Et donc ici, c'est l'histoire d'Orson et Marie. Donc on le sait très rapidement, Marie vient de perdre un enfant. Et en fait, ils vont essayer de se reconstruire suite à cette perte d'un enfant qui n'est pas né. Est-ce que le deuil existe? Est-ce qu'on a le droit d'être triste? Qui a le droit d'être plus triste que l'autre? Est-ce que la femme est aussi triste que l'homme, etc. Toutes ces questions sont posées. Et toutes ces questions sont posées de manière simple, avec beaucoup de poésie, de tendresse, parfois une pointe d'humour, parce qu'il y a quand même des choses qui sont drôles aussi dans ce livre. Et donc c'est l'histoire de ce voyage où Victor Couchet nous emmène dans différents musées de France. On va découvrir le musée du poids. Je ne savais pas qu'il y avait un musée du poids qui existait. On va découvrir aussi un couple de retraités qui ont des pigeons voyageurs. Et ils vont expliquer toute l'histoire du pigeon voyageur. Et en fait, au cours de ces sorties de musée qui intéressent beaucoup plus le mari que la femme, parce que la femme s'ennuie très rapidement, mais elle est émerveillée de voir le bonheur dans les yeux de son mari, c'est surtout un couple qui va se retrouver et un couple qui va réapprendre à vivre avec les bonheurs des choses les plus futiles de la vie. Et ça, c'est très très important. Donc j'ai différents textes là. J'ai un texte qui est très très dur, un beau texte de relation entre différentes générations, et un texte très, très, très moderne, très commun, j'ai envie de dire, parce que malheureusement, c'est une histoire commune qui arrive à beaucoup de personnes. Mais on en ressort avec quand même un sourire, et ce sourire, il n'est pas doux amer, c'est un vrai sourire en se disant, ils vont s'en sortir, parce que c'est bien, ils vont s'en sortir, mais avec quelque chose d'important, c'est qu'ils se seront retrouvés aussi en tant que couple, et ils ont retrouvé goût à la vie. Voilà pour moi. Je voudrais aussi vous présenter la prochaine libraire qui nous a rejoint aujourd'hui. C'est Mathilde. Elle est avec nous en apprentissage pour 1 an. Chaque année, on prend des apprentis. Et elle vient de l'IUT de Tourcoing.
Bonjour, moi j'aimerais vous présenter un texte que j'ai lu du coup la semaine dernière, que j'ai terminé la semaine dernière, qui s'appelle Nourrice de Séverine Cresson, que vous avez juste là. Et c'est un texte qui m'a beaucoup plu puisqu'il parle, comme le titre l'indique, de femmes qui étaient des nourrices. Sauf qu'on n'a pas d'époque, on n'a pas de lieu qui nous est donné. C'était, je pense, moi, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai aimé dans cette histoire, un moyen aussi de nous montrer que c'est une histoire universelle, l'histoire de femmes souvent oubliées, qui donc, en fait, sont parfois des mères par envie, parfois ce n'est pas forcément leur choix. On a plusieurs histoires qui se mêlent avec un personnage principal qui est celui de Sylvaine, qui est un très beau personnage qui a déjà son enfant, qui a un enfant du coup en nourrissage et qui va en trouver un par un soir de pleine lune. Et on a un vrai rapport avec les éléments, avec la nature. C'est un livre qui, dans certaines critiques, a été qualifié d'écoféministe. Féministe parce qu'il met en avant des femmes. Et quelque chose qui est aussi assez bouleversant et parfois un peu perturbant, mais que j'ai trouvé très beau, c'est l'animalité dans le corps des femmes, la manière dont le corps des femmes est décrit, avec beaucoup de poésie. Et en même temps, c'est très intime parce qu'on ne nous cache rien. C'est vraiment un texte sur l'allaitement, sur l'enfantement, sur le lien entre une mère, son enfant ou l'enfant qu'elle nourrit, qui n'est pas vraiment le sien, mais avec lequel elle a forcément un attachement certain. Et on a aussi des passages avec des lettres, avec un personnage qui est une mère qui ne pouvait pas garder son enfant. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un texte très beau, très fort, qui peut plaire, je pense, à beaucoup. Et c'est l'un aussi des aspects qui m'a plu, c'est qu'il est assez accessible et surtout c'est un premier roman. Et donc j'étais très très impressionnée parce que c'est dans une langue qui est aussi très sensuelle, très sensible. Et j'ai trouvé ça très prometteur, en tout cas pour cette autrice. Et du coup, voilà, je vous invite à le lire si ces thèmes vous intéressent. Merci. Bonsoir. Alors, le premier livre que je vais vous présenter n'est pas un roman, c'est une enquête littéraire. C'est un genre que j'aime bien, l'auteur derrière l'œuvre. Et donc là, il s'agit de Flamme, volcan, tempête de Pierre Boisson, un portrait de Christine Pawlowska. Pierre Boisson trouve dans un livre d'occasion écrit dans les années 70 par une adolescente, et il est très très impressionné par le livre. Ce livre, c'est Écarlate de Christine Pawlowska. Il est tellement impressionné qu'il veut savoir ce qu'elle a fait d'autre. Il s'aperçoit qu'elle n'a jamais écrit d'autres livres. Elle est morte dans les années 90 et il trouve ça très très étonnant, une telle qualité d'écriture qui n'a pas de suite. Alors il commence à enquêter gentiment, il va voir les critiques de l'époque et les critiques sont comme lui, très impressionnés. Une jeune fille de 17-18 ans qui écrit comme ça. Et je vais vous lire juste le début d'Écarlate pour voir ce que ça donne. Et après, je vous raconterai l'époque. Alors, le début d'Écarlate, c'est une jeune fille qui parle d'une amitié / amour absolu avec une autre jeune fille qui s'appelle Mélie. Elle a 14 ans, c'est une écorchée vive, et c'est un petit livre plein de colère et de poésie. Je vous dis juste le début. Jamais, jamais je ne deviendrai adulte. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Jamais je ne deviendrai comme ces écrasantes grandes personnes qui oppressaient mon enfance par la sécheresse de leur raisonnement. Et puis, avoir tant aimé, cela rend tout petit. En fermant les yeux, je regarde mon cœur, là où sont mes stigmates d'amour, et je me dis, ceci est ma lumière et nul ne peut me la prendre. Jamais je ne deviendrai adulte. J'aimais les gens, les inconnus qui passent, aimais l'amour, j'aimais la nature, la nuit, le vent, la neige, et tout ce qui est sensation me pénétrait jusqu'à l'âme. J'aimais les choses les plus simples, les plus innocentes, les marches sous la pluie et le froid aigre des petits matins d'hiver. J'aimais aussi les choses les plus étranges, l'ombre des sanctuaires, la magie des clairs de lune et des crépuscules précoces. J'aimais Dieu et diable, et à chaque instant où j'aimais, j'étais amour et rien qu'amour. C'est ce qui perd les petits enfants. Un beau jour, un mur leur envoie leur amour disloqué, se brise comme lui. J'ai rencontré le mur, j'ai ramassé mes débris, et à présent, je recommence. Voilà, tout le livre est comme ça, c'est 100 pages. C'est un vocabulaire qui décrit les sentiments très choisis. Donc, il enquête. Il va voir le Mercure de France, la correspondance de Simone de Gallimard avec Christine.
Elle est impressionnée aussi, elle veut d'autres textes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va rencontrer les amis, la famille, il va s'apercevoir que tous les faits décrits dans le livre se sont produits, il va retrouver les traces de l'Amélie, et il va s'apercevoir qu'elle va avoir une vie très chaotique. Ce qui est passionnant dans ce livre, c'est qu'on est dans l'intimité d'une femme qui va toujours aider les autres, qui va choisir des compagnons violents. Il y a quelques photos dedans, juste 3-4, mais elle a toujours le même air très mélancolique. C'est assez beau. Donc moi, j'ai lu l'enquête avant l'ouvrage. On reçoit les services de presse, pas forcément dans l'ordre. Et c'est une expérience à faire parce qu'à la fin de l'enquête, on comprend à la toute fin pourquoi c'est une écorchée vive et pourquoi elle a eu cette vie chaotique. Et quand j'ai lu après son ouvrage, on comprend d'où vient cette colère. C'est assez révoltant et puis bouleversant. Donc si jamais ça vous tente, vous pouvez le lire dans ce sens-là, l'enquête et le livre après, parce que les omissions sont plutôt révoltantes, les omissions qu'il y a dans ton livre à elle. Donc pour le deuxième livre, ou troisième, mais ce sera le dernier, John Boyne, Les éléments, chez Lattès. Donc c'est un livre que je ne voulais pas lire. Le sujet, ce sont les agressions sexuelles sur plusieurs formes. Des histoires tristes, j'ai des collègues qui aiment beaucoup ça. C'est pas spécialement mon cas, mais quelqu'un m'a dit « Ah, c'est quand même pas mal, tu devrais le lire ». Après, j'ai une collègue qui m'a dit « Ah, tu devrais le lire. J'ai bien aimé, mais des moments, j'ai eu honte d'aimer ». Alors, c'est assez intriguant. Alors, les éléments, c'est 4 récits qui sont liés. Eau, terre, feu, air. Une femme qui se réfugie dans une île irlandaise pour fuir un petit peu l'opprobre. Un jeune footballeur anglais professionnel qui attend un procès pour viol en Angleterre. Une jeune chirurgienne qui répare les corps abîmés par le feu. Et la dernière histoire, c'est un homme qui traverse la planète avec son fils en avion pour essayer de trouver ou réparer quelque chose. Alors quand je vous dis ça, c'est un livre sur les agressions sexuelles, ça paraît lourd, ça l'est. Il y a des scènes sordides, mais il n'y a pas de description. Il nous fait grâce de ça, c'est pas important pour le propos. N'ayez pas peur, ça se lit très facilement. John Boyne, c'est un auteur jeunesse à la base. Le garçon en pyjama rayé, je ne sais pas si ça vous parle. La thématique était déjà un peu dure, mais voilà. C'est un auteur jeunesse, dans le sens c'est très fluide. Il y a un côté thriller psychologique avec le temps, il y a des surprises, on aimerait bien savoir la suite, il y a vraiment des surprises, c'est surprenant. Ça sera moins long que l'autre extrait, mais je vais juste vous lire, il y a aussi de l'humour, il y en a beaucoup, ça désamorce pas, mais ça rend plus léger quand même la lecture. Je ne vous dis pas si c'est un monologue d'une victime, d'un bourreau ou d'une victime bourreau, parce qu'il y a tous les cas de figure. Au début, j'appréciais sa compagnie, mais en le connaissant mieux, je me suis rendu compte que sa seule préoccupation était l'argent qu'il finirait par gagner, la maison qu'il achèterait, les vacances luxueuses qu'il s'offrirait un jour. Il n'avait que 20 ans, pourtant il pouvait passer une soirée entière à discuter de son plan épargne retraite. Quand il m'a annoncé qu'il avait acquis un espace dans un columbarium où ses cendres seraient placées après sa mort, et qu'il a proposé que nous y allions un dimanche après-midi, j'ai rompu. Voilà. Il y a plein de petites scènes comme ça. Qu'est-ce que j'ai oublié maintenant? Et donc la structure du livre est très intéressante, c'est une histoire, et ensuite les personnages secondaires deviennent les protagonistes de l'histoire d'après, et les 4 récits forment un cycle. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres comme Il faut qu'on parle de Kevin, super bouquin que je ne lirai plus jamais, c'est noir, c'est de plus en plus noir, et puis ça termine par quelque chose de 2 fois plus noir. C'est pas du tout le cas, la dernière histoire est la plus lumineuse, et donc c'est vraiment très accessible. La thématique est dure, la lecture est facile. Et là, j'ai appris cet après-midi qu'il venait d'avoir le roman FNAC, le prix du roman FNAC. Donc le prix du roman FNAC,
C'est la FNAC. Mais c'est souvent des livres bien écrits et très lisibles. C'est absolument le cas. Très vite. Voilà, donc c'est 2 livres et demi pour ce soir. Et je vais vous laisser avec ma collègue Julia. Bonsoir. Alors, moi je vais rester dans la thématique des éléments. Tout d'abord, je vais vous présenter Les Fleuves du ciel d'Elif Shafak. Alors, Elif Shafak, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une écrivaine turque qui a écrit notamment Soufi mon amour et La bâtarde d'Istanbul. Et donc, son dernier roman paru était Les livres des arbres disparus, paru en 2022. Et donc là, elle revient avec, après 3 ans d'absence, avec Les Fleuves du ciel. Donc, dans Les Fleuves du ciel, si vous regardez bien la couverture, il y a une goutte d'eau en plein milieu. Et en fait, cette goutte d'eau, elle est importante parce que dans son roman, tout part de cette goutte d'eau. En fait, tout part d'une goutte d'eau qui va atterrir sur le crâne du roi de Ninive, Assurbanipal. Cette même goutte d'eau atterrira sur le front d'un nouveau-né dans le Londres des années 1840. Cette goutte d'eau rencontrera également Narine, une jeune fille qui a dû fuir son pays pour aller en Turquie. Et enfin, cette goutte d'eau rencontrera une hydrologue, Zalika, dans le Londres de 2018. Et donc, en fait, donc, outre la thématique de l'eau, c'est un livre sur les légendes mésopotamiennes, ça aborde l'écriture cunéiforme, et notamment il y a l'importance de l'épopée de Gilgamesh. Et donc, pour vous parler un petit peu plus des personnages, donc tout d'abord il y a Arthur qui est né dans la pauvreté en 1840. Et en fait, il a une mémoire extraordinaire qui va lui permettre de rentrer dans une imprimerie. Et c'est dans cette imprimerie qu'il va découvrir l'écriture cunéiforme, par le biais d'un ouvrage qu'il va imprimer qui s'appelle Les ruines de Ninive. Et donc, à partir de ce livre, il va se rendre au British Museum où il va tous les jours, pendant sa pause, se rendre et rester dans la salle mésopotamienne pour étudier les tablettes cunéiformes. Et donc, il va réussir à les déchiffrer et il va se faire repérer par le conservateur des antiquités qui va lui proposer un poste. Et donc ensuite, débutera pour lui une aventure en dehors de l'Angleterre, mais ça, je vous laisserai le découvrir. Et ensuite, donc en 2014, on a le personnage de Narine et de sa grand-mère. Donc Narine, elle habite en Turquie, mais elle est originaire d'Irak. Et en fait, elle a été chassée de sa terre natale, et ils ont dû se réfugier en Turquie. Et donc, par l'histoire de Narine, Elif Shafak aborde le génocide des Yézidis, qui est une minorité ethnique du nord de l'Irak. Donc c'est assez intéressant parce que je ne connaissais pas du tout ce génocide, donc je trouve ça important de connaître un peu tout ce qui se passe dans le monde. Et donc on va suivre son parcours de la Turquie en fait, ils vont essayer de revenir en Irak pour qu'elle se fasse baptiser. Et enfin, il y a Zalika qui vit à Londres et dont le mariage est un peu sur la fin et qui décide de quitter son mari pour aller s'installer sur une péniche sur la Tamise. Et là, elle va rencontrer une tatoueuse qui est spécialisée dans le tatouage des écritures cunéiformes. Donc il y a tout un lien comme ça, tous les personnages, tous leurs destins vont s'entremêler. Et c'est vraiment, Elif Shafak, c'est une conteuse hors pair. On est vraiment emporté dedans. Au départ, ça part comme un conte, et puis après, on découvre les histoires de chacun. Il y a des allers-retours entre les personnages, et on s'attache vraiment, vraiment à eux. Et donc, on est emporté dans ce roman comme dans un tourbillon, comme cette goutte d'eau finalement qui va se régénérer et rencontrer à chaque fois ces personnages. Donc voilà, c'est un roman qu'on prend le temps de lire, on prend son temps, on a envie de savourer chaque moment
avec ses personnages et puis tous ces paysages qu'elle aborde. Donc voilà pour Les flottes du ciel d'Élif Shafak. J'ai oublié de préciser que c'était paru aux éditions Flammarion. Et ensuite, je vais vous présenter un roman français écrit par Marie Charelle qui s'intitule Nous sommes faits d'orage. Alors, donc c'est paru aux éditions des Léonides, pardon, qui est une nouvelle maison d'édition, enfin une toute jeune nouvelle maison d'édition. Et donc Marie Charelle, je ne sais pas si vous la connaissez, elle écrit souvent sur des périodes historiques diverses, et elle avait écrit dans Les Mangeurs de nuit qui était paru en 2022. Ça se passait entre les années 20 jusqu'à la période d'après-guerre au Canada, et ça parlait de la xénophobie des Canadiens envers les Japonais. Et donc là, on change complètement de période historique, parce qu'on part alors, on est à la fois dans l'Albanie des années 1970-80, qui était sous le joug d'un dictateur communiste Enver Hoxha. Et ça se passe également en 2023, avec le personnage de Sarah. Sarah qui va se rendre dans un village d'Albanie parce que sa mère vient de décéder et elle lui a laissé comme seul héritage une clé, qui est la clé d'une maison qui se situe dans un petit village isolé d'Albanie. Et donc elle va s'y rendre. Et au départ, elle va avoir affaire à l'hostilité des habitants, des locaux qui ne vont pas être très ouverts et qui vont même la menacer. Et en fait, donc sa mère en décédant lui a laissé cette clé, mais elle lui a aussi laissé la mission, donné pour mission de retrouver une certaine Elora. Et donc là, on est replongé dans le passé, où on suit le personnage d'Elora qui est née à la fin des années 70 dans ce village reculé des montagnes albanaises, et qui a envie de vivre libre, sauf qu'elle doit faire face alors à la fois au communisme et à la fois au Qanun, qui est un code que le village se doit de respecter, et qui est un code qui va jusqu'à, par exemple, se venger. Si par exemple on tue un membre de votre famille, l'autre membre doit se venger et le tuer. Et c'est un code qui a été encore en place pendant un petit moment. Il était en place jusqu'à il y a très peu de temps d'ailleurs. Donc voilà. Et donc Sarah va essayer de retrouver ce personnage d'Elora, et elle va essayer de comprendre en quoi elle est liée à ce personnage et ce qui lui est arrivé. Et donc l'autrice, quand on est dans les années 1970, elle montre vraiment les conséquences et les conséquences du communisme. Et en fait, elle montre comment le communisme est arrivé dans les montagnes, parce que le pouvoir en place voulait abolir le pastoralisme. Ils ne comprenaient pas ce que c'était. Donc ils ont enlevé un peu les bergers qui étaient sur place, et ils voulaient faire un grand plan de développement industriel des montagnes en construisant des industries en haut des montagnes. Donc c'est un peu pour vous montrer un peu ce qui se passe dans l'ouvrage et ce qui se passait à cette époque. Et par exemple, elle décrit des petites choses qui se passaient à cette époque-là, comme des espions du régime qui montaient sur les maisons des gens pour voir de quel côté l'antenne de leur télévision était orientée. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Et en fait, on a l'impression dans ce roman d'être un peu comme un oiseau. On survole les montagnes, on survole les personnages. C'est vraiment très beau. C'est une ode à la nature, c'est très poétique. Et c'est vraiment extrêmement bien écrit. Et ça ouvre sur une période qu'on ne connaît pas forcément. Et c'était très intéressant, très intéressant. Et elle met beaucoup en place aussi, elle aborde beaucoup aussi le folklore albanais. Et c'est vraiment très intéressant, toutes ces légendes un peu inconnues de notre part. Et donc voilà. Et donc les personnages sont vraiment marquants, incandescents, et on prend plaisir à les suivre tout du long. Et ça se finit pas mal. Enfin, pas trop mal. Voilà. Donc, voilà pour les deux. Et je vous présente, mais rapidement parce que je ne veux pas vous perdre. Alors, j'ai lu Les Promesses orphelines,
qui est un roman de Gilles Marchand. Et en fait, ça se passe pendant les 30 Glorieuses en France, et on suit un jeune garçon qui va qui va venir habiter dans l'Orléanais, et il va rencontrer une jeune fille dont il va tomber amoureux, qui s'appelle Roxane. Ils vont jouer à Cyrano de Bergerac ensemble, et il y a en même temps, en parallèle, ils découvrent l'aérotrain. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une ligne qui devait être mise en place entre Orléans et Toulouse, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'était un train aérodynamique. Et donc, le jeune garçon se passionne pour ça et il voudra. Enfin, pour lui, c'est le but de sa vie, travailler pour l'ingénieur Jean Bertin qui fabrique, qui a conçu cet aérotrain. Et c'est vraiment. Gilles Marchand, il a une écriture un peu musicale et poétique et c'est vraiment très plaisant à lire. Et c'est plutôt. Franchement, c'est réjouissant à lire et c'est assez. Puis il y a des encarts publicitaires de ces années-là, donc on a un peu de nostalgie à lire ce roman. Ensuite, Le lotissement de Claire Vézin, qui est en fait un roman qui se passe dans les années 1986. Et en fait, c'est pendant toute la période de construction des HLM. En fait, ça se passe dans une zone pavillonnaire et on suit une jeune fille. Bon, alors à la base, ça se passe de nos jours et en fait, une jeune femme qui va habiter la maison de ses parents retrouve un carton avec ses souvenirs d'enfance et elle replonge dans l'année 1986 où elle habitait Marléchamps, donc une petite zone pavillonnaire, où il s'est produit un drame et donc elle replonge dedans. Et donc c'est vraiment super intéressant et ça marque une époque. C'est avec la montée de l'extrême droite et la construction des HLM. Et c'était vraiment très intéressant. Enfin, Claire Vezin, pour l'auteur. Le lotissement. C'est son deuxième roman. Je vous jure, je fais très rapidement. Le désir dans la cage de Alissa Wens, je ne sais pas comment ça se dit. Alors, je vous le présente juste parce que c'est paru aux éditions Les Avrils. Et en fait, on suit une compositrice du 19e siècle, Mélanie Bonis, mais qui se faisait surnommer Mel Bonis, et qui a complètement, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais elle est complètement inconnue de la plupart des gens. Et donc, l'autrice met en avant cette compositrice qui a complètement été oubliée, et elle raconte sa vie à la deuxième personne. Et c'est vraiment, l'écriture à la deuxième personne, c'est vraiment super intéressant. Et elle raconte un peu comment elle a été brimée dans sa vie amoureuse, qu'elle a dû se marier avec tel homme. Ses compositions, quand on a su qu'elle était une femme, elle s'est fait juger très rapidement. Donc, non, c'était vraiment intéressant si vous voulez découvrir une compositrice que vous ne connaissez pas. Et l'écriture est assez particulière parce que c'est à la deuxième personne, mais c'est ce qui en fait sa richesse. Et alors le dernier, c'est un premier roman, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est 4 jours sans ma mère, de Ramsès Kéfis, nous paru aux éditions Philippe. Et donc là, on suit un jeune homme de 36 ans qui vit encore chez ses parents. Et en fait, sa mère, du jour au lendemain, va disparaître. Et ça va être un peu la fin du monde pour le père et le fils qui se sont toujours débrouillés avec l'aide de leur mère. Et une fois qu'elle n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont complètement débordés. Donc il y a beaucoup d'humour dedans. Et aussi, c'est assez émouvant parce qu'on comprend où elle est partie à la fin. Et c'est un beau texte sur les origines. Et voilà, et sur l'immigration, et c'est franchement très drôle. Voilà. Bon donc c'est tout pour moi, j'espère que je vous ai pas perdu. Voilà. Je laisse place à mon collègue Valentin. Voilà, et je m'en vais. Bonsoir. Alors donc ce soir je vais vous présenter 2 livres. Alors le premier, Anima, une pastorale sauvage, de Kapka Kasabova aux éditions Marchali. Alors Kapka Kasabova, c'est une autrice donc notamment de récits, c'est une poétesse aussi. Elle est née en Bulgarie, sa langue maternelle est le bulgare, mais elle écrit en anglais.
Elle a vécu en Nouvelle-Zélande, elle habite aujourd'hui en Écosse, dans les Highlands. C'est une écrivaine de la nature. Elle a publié de nombreux récits qui ont été remarqués, Lisière, L'écho du lac, Élixir. Donc ce sont des récits de voyage où sont entremêlés des faits historiques, avec beaucoup de précision, beaucoup d'érudition, des expériences personnelles, celles de l'autrice, mais aussi des personnes qu'elle rencontre sur son parcours. On a également aussi tout un ensemble de réflexions psychologiques, sociologiques, philosophiques. Donc pour Anima, le récit se déroule en Bulgarie, sur le massif du Pirin, à la frontière entre la Bulgarie et la Grèce. L'autrice accompagne pendant 3 mois des bergers itinérants, qui sont parmi les derniers représentants du pastoralisme aujourd'hui. Donc on a un mode de vie qui est basé sur l'élevage des animaux, hein, les moutons, les chèvres, les bovins. C'est caractérisé aussi par le nomadisme. Et c'est un mode d'élevage extensif par opposition à l'intensif qu'on connaît surtout aujourd'hui. Donc le mode extensif, où il n'est pas question de productivité, mais surtout, en premier lieu, de respect du rythme de la nature, des animaux, etc. Donc l'autrice va vivre à ce rythme-là. Elle va rencontrer donc de nombreux bergers, donc Kamen, qui tente depuis plusieurs décennies de préserver les Karakachan. Donc c'est un terme qui désigne des races ancestrales de chiens, de moutons, de chevaux qui sont menacés d'extinction aujourd'hui. Elle nouera aussi une relation très très forte avec un autre berger qui s'appelle Sacho, qui est un ancien forain qui l'accompagnera sur de nombreux trajets. Donc elle va recueillir leur histoire et elle va les retranscrire également. L'autrice va aussi prendre part à la transhumance, qui est ce déplacement saisonnier des bergers, de leurs animaux, hein, entre les différents pâturages, voilà, pâturage d'hiver et pâturage d'été. Concrètement, c'est par exemple 600 moutons pour un berger, quelques chiens. Voilà, c'est une manœuvre qui est extrêmement complexe, extrêmement difficile, avec des animaux qui restent sauvages, donc qui en font à leur tête. Et voilà, donc avec toutes les difficultés que ça implique et des conditions météorologiques qui sont aussi parfois extrêmes. Donc malgré toutes ces difficultés, l'autrice va nouer des relations très, très fortes aussi avec les animaux, avec les chiens, avec les chèvres par exemple, hein, qui sont évoqués dans le livre comme des humains, comme des personnages à part entière, avec leurs expressions, leurs émotions. Voilà, et l'autrice y est profondément attachée. Et de manière plus large, elle va aussi revenir sur l'histoire du pastoralisme, sur la condition des bergers, leur arrivée dans les Balkans depuis l'Asie centrale, leurs difficultés croissantes à traverser les frontières, les persécutions sous le régime communiste, avec la collectivisation, voilà, et donc jusqu'à leur quasi-disparition aujourd'hui. Pour autant, on n'a pas d'idéalisation, voilà, on n'a pas de vision fantasmée, hein, voilà, de ce retour à la nature, parce que voilà, on a bien un mode de vie qui est très dur, avec des conditions de travail très difficiles, donc dans une nature hostile, avec un dénuement important, un isolement social très fort aussi, voilà, ce qui fait que les employeurs ont aussi de plus en plus de difficultés à trouver des volontaires pour effectuer ce travail. Donc, dans tous les cas, malgré cet isolement important, les bergers sont jamais totalement coupés du monde, dans le sens où même au fin fond des montagnes en Bulgarie, ils constatent les effets de notre modèle économique, de notre système économique, puisque l'autrice, par exemple, perçoit les incendies de forêt à l'horizon lorsqu'elle est en altitude. Elle rencontre aussi un berger qui lutte depuis plusieurs années pour s'opposer à la construction d'un projet un projet de construction d'autoroute pour préserver les pâturages. Voilà, donc on a un récit qui est ici qui est assez fort, un bel hommage au berger, qui propose aussi donc une réflexion profonde sur les relations humaines, sur notre relation au vivant, sur notre manière d'habiter le monde. Donc c'est un très beau récit à découvrir. Voilà, donc Anima, une pastorale sauvage de K.K. Casabova. Alors, deuxième titre, donc, ce sera l'histoire de Mother Naked de Glenn James Brown aux éditions du Typhon. Donc, Glenn James Brown, c'est un auteur britannique, remarqué avec son premier roman Hironopolis, qui est paru en 2023. C'est un roman social dans une ville britannique fictive. Donc, on retrouve dans ce roman une dimension sociale. Dans ce deuxième roman, on fait un saut dans le temps, puisque l'histoire se passe au Moyen-Âge. Donc, on est en 1434 dans un village du comté de Durham, donc en Angleterre, à Segerstone. C'est la Saint-Godric.
On organise un grand banquet où festoient les riches marchands, les nobles de la ville euh, et les alentours aussi. Néanmoins, c'est une soirée qui prendra une tournure un petit peu particulière, puisque donc, le temps tourne à l'orage et le célèbre ménestrel qui était prévu pour divertir les convives est souffrant. Il ne peut pas venir. Donc il est remplacé au pied levé par un ménestrel inconnu, qui est donc ce fameux Mother Naked. Donc avec son psalterion, qui est un petit instrument à cordes, Mother Naked fait ce qu'il est censé faire. Il va divertir son auditoire avec ses histoires, avec ses chansons. Donc le roman est construit sur un long monologue qui est coupé en chapitres assez courts, et donc où on a plusieurs histoires qui sont entremêlées. Donc sa propre histoire, celle de Mother Naked, et sa rencontre avec un autre ménestrel qui s'appelle Pearl Eye, et qui deviendra donc son ami, son mentor. Il raconte également les malheurs de la famille Payne, qui est une famille de serfs exploités par leur maître, qui cherche tant bien que mal à sortir de la pauvreté. On aura aussi les abus de pouvoir d'une autre famille, qui est la famille Dipslow, une famille de serfs particulièrement riche, dont le père a été désigné donc, Rive, qui est une figure d'autorité administrative dans le village. Donc on a une rivalité qui va se construire autour de ces deux familles, une rivalité qui va se construire autour de la bière, puisque c'est Johan Dipslow qui a une sorte de monopole sur le brassage de la bière dans le village. Le problème, c'est que la bière est très très mauvaise. Alors, elle a selon un goût de pied sale ou un goût d'eau du bain d'un Français. Donc, c'est selon. Par contre, tout le monde s'y fait parce qu'il n'y a que ça. Jusqu'au jour où Alice Payne, donc de la famille Payne, parvient à brasser sa propre bière. Voilà ce qui attirera donc les foudres de la famille Dipslow. En parallèle, on a aussi donc une histoire un petit peu mystique, presque fantastique, celle d'un fantôme qui rôderait autour du village. On parle de spectre de Segerstone, dont le nom va plonger les auditeurs dans l'effroi. Donc je ne peux pas vraiment en dire plus, mais voilà, on a un ensemble d'histoires qui vont s'entremêler, qui vont trouver leur cohérence au fur et à mesure de la lecture. C'est un véritable puzzle avec son lot de fausses pistes et de rebondissements. Voilà, au-delà de ça, c'est aussi un roman historique qui est documenté, qui est aussi très actuel. Le point de départ de l'histoire a été trouvé par l'auteur dans les archives de la cathédrale de Durham. Donc, l'auteur a étudié le registre des dépenses, notamment, qui indiquait donc, le paiement d'un certain ménestrel au prix de 4 pence. Donc, c'est une somme qui est ridicule. Et voilà, en fait, c'était en fait la plus faible le plus faible paiement en 200 ans d'archives. Donc, voilà, l'auteur a décidé de construire son histoire là-dessus. Plus largement, c'est un roman qui rencontre des injustices sociales criantes, donc liées notamment au système de servage, où les serfs sont exploités, contraints de travailler sur la terre de leur maître sans pouvoir travailler sur leur propre terre et sans pouvoir non plus sortir de leurs conditions. Voilà. Et donc, pour ce qui est du ton qui est utilisé, on a un roman qui est aussi un petit peu piquant dans le sens où on sent bien le désir de revanche du personnage principal. Voilà, derrière un divertissement de façade, derrière les histoires, les contes, les chansons, derrière les flatteries, on sent bien une certaine forme d'ironie. Et on sent bien aussi la volonté du ménestrel de faire peur, d'inquiéter son auditoire, de contester leur pouvoir, donc voilà, in fine, de dénoncer les hiérarchies sociales. Donc, au final, c'est un roman assez hybride, à la fois conte médiéval, fantastique, roman historique, roman social, teinté d'humour noir. C'est drôle, c'est romanesque, tout en étant aussi révoltant. Le chapitrage est court, donc c'est très rythmé, et surtout, c'est extrêmement bien ficelé. Voilà, donc c'est un roman qui est très réussi et que je ne peux que conseiller. Donc l'histoire de Mother Naked de Glenn James Brown. Merci. Donc, je vais passer la parole à Sophie. Alors moi ce soir c'est 2 romans français. D'habitude j'aime bien faire un étranger et un français, et bon cette fois-ci je pense qu'il y avait suffisamment déjà de choix qui avaient été proposés parmi mes collègues, donc je me suis dit bon, après voilà, j'avais eu 2 coups de cœur, j'ai dit je vais rester sur mes romans français. Le premier c'est un roman français, mais c'est un premier roman.
Il s'intitule donc La Bonne Mère. C'est tout moi. C'est pour ça que j'ai choisi. Alors, ça ne parle pas de la basilique de Marseille, mais voilà, on y est presque, parce que tout se déroule donc... alors, je redis le titre, La Bonne Mère de Matilda Di Matteo. Donc, un premier roman. Alors, l'histoire se déroule donc entre Marseille et Paris. Donc, on voit déjà la différence entre les différentes villes. Donc, déjà, le problème de classe. Et là, on va suivre donc l'histoire. C'est une histoire d'une relation entre une mère et sa fille. Alors, on va parler de Véro, qui est la maman. Alors, la vraie cagole, comme on dit là-bas. Alors, vous allez la trouver. Alors, talons hauts, jupe très courte, mini-jupe, vernis fluo. Elle n'a pas peur d'insulter les gens dans la rue. Enfin, après, voilà, c'est sa vie, elle est comme ça. Elle n'a pas peur de dire les choses. D'ailleurs, je cité dans le livre, certains disent qu'elle est vulgaire. Moi, je dirais qu'elle est solaire. Un soleil de canicule du genre incendiaire. Ça vous donne un petit peu l'image un peu de ce personnage très vivant, très présent. Et de l'autre côté, vous avez Clara, la fille. Alors cette jeune fille qui, elle, n'a pas du tout envie de vivre cette vie-là et qui part donc à Paris pour faire ses études et qui forcément, bon, aime la vie parisienne, rencontre un jeune homme qu'elle va présenter à ses parents. Et alors là, ça passe pas du tout. C'est un girafon parisien, donc il ne va pas du tout convenir à la maman. Et finalement, au fil du roman, on va s'apercevoir que c'est un roman très social où les choses ne sont pas toujours dites d'un côté comme de l'autre. Comment on fait pour être une bonne mère quand on a un enfant qui nous échappe? Comment on fait pour être une bonne fille quand on n'a pas envie de vivre la vie que ses parents ont eue? Et on va assister comme ça à un sauvetage où la maman va justement venir en aide à son enfant qui va en avoir besoin. Alors c'est très beau. Moi j'ai aimé ça parce que, bon, forcément en tant que maman, bon, ça me touche. On passe des fois du rire aux larmes, des larmes au rire. C'est très vivant. Il y a beaucoup de sensibilité. C'est des sujets quand même assez complexes. Transfuge de classe, bon, on en parle souvent dans les ouvrages, mais encore une fois, où là, c'est bien interprété parce qu'en plus, il y a effectivement les différents lieux. Alors, il y a des fois beaucoup d'humour, il y a un petit peu de violence également, mais c'est pas trop marqué. Tu pourrais le lire, Pierrick, c'est pas très marqué. Non, parce qu'il dit toujours que je lis des livres de filles, où on pleure. Non, là... Donc voilà, je vous le recommande vivement. Une petite parenthèse pour cet ouvrage. À la date, fin novembre, j'ai plus la date exacte, mais il me semble, voilà, c'est le 19. On aura la chance d'avoir l'autrice donc à la librairie, qui sera accompagnée également de Gaël Nohan, et qui sera aussi accompagnée de Éléonore de Recondo. Donc on va faire un plateau iconoclaste. Alors ça sera plutôt intéressant parce que 3 femmes, là je suis en train de lire L'homme sous l'orage, j'aime beaucoup. Donc je pense que ça pourrait être une très belle soirée. Donc à noter sur vos petites plaquettes, en plus de tous les titres qu'on vient de vous donner. Mon deuxième titre. Alors c'est un livre que j'aurais pas dû lire parce que c'est pas du tout le genre de littérature que je lis. On peut pas classer ça dans l'historique parce que c'est du roman français. Voilà. Donc c'est Je voulais vivre de Adélaïde de Clermont-Tonnerre aux éditions Grasset. Alors je pense que vous allez avoir tous entendu parler. Moi je l'ai lu tout au début, avant que nous, libraires, on a de la chance d'avoir des services de presse bien en avant. Donc je l'ai lu tout de suite. Je me suis dit, si ça vaut que je lis, je pense que ça va me plaire. Vous connaissez tous l'histoire des 3 mousquetaires avec D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis, en ne citant que. Et cette fois-ci, Adélaïde Clermont-Tonnerre s'est intéressée et a vraiment mis l'accent sur Milady. On connaît tous Milady. On a tous détesté Milady parce que Milady, c'est une manipulatrice, c'est une séductrice, c'est une sorcière, une espionne. Elle est au service du cardinal de Richelieu. Donc, c'est vraiment quelqu'un qu'on aime détester en soi. Eh bien, détrompez-vous.
On a beaucoup d'empathie pour cette femme. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que finalement, à travers ce roman, Adélaïde de Clermont-Tonnerre a donné une autre vie à cette femme. Alors, je vais vous citer une phrase. Au début, j'avais demandé à mes collègues si je pouvais quand même le faire parce que c'était un petit peu osé. Mais bon, je vais le faire. Je pense qu'on peut le faire. Ma peau appelait les caresses. Mon sexe palpitait de plaisir. J'avais 25 ans, j'étais femme, j'étais mère. Je servais la France et je voulais vivre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'elle a fait. Elle est arrivée à l'âge de 6 ans devant une église. C'est un prêtre qui l'a recueillie. Elle était ensanglantée. Elle a assisté à un drame, le meurtre et le viol de sa maman. Et à partir de ce moment-là, voilà, sa vie commence comme ça. Comment voulez-vous qu'une femme puisse avoir une vie normale en commençant sa vie aussi brutalement? Et on s'aperçoit qu'à cause de cette enfance brisée, justement, jusqu'à sa chute, on commence le roman par c'est D'Artagnan qui, lors d'un ultime combat, la bataille de Maastricht, alors c'est pas des confessions, c'est peut-être un repenti, où il explique à un des soldats qui est près de lui l'histoire de cette Milady, et on sent que voilà, elle n'a pas mérité tout ce qu'elle a subi et elle n'a pas mérité son sort. Alors voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. On retrouve tous les personnages forcément emblématiques, comme je vous l'ai dit, donc tous ceux qui ont croisé son chemin, avec une ambiance, avec les complots de la cour, les duels, les trahisons qu'on peut avoir dans des romans historiques. Mais oui, je vous invite, alors je pense que certains l'ont peut-être déjà lu, parce qu'elle a aussi elle est en sélection du prix Renaudot, je crois. Maintenant, je vais vous passer, je crois, ce que c'est que la petite Chloé. Chloé, qui est déjà bien grande quand même. À toi. Merci. Voilà. Bonsoir. Donc je vais vous présenter 2 romans. Le premier s'intitule Les 8 vies d'une mangeuse de terre. C'est un premier roman écrit par Mireille Lee, écrivaine issue de Corée du Sud. Et donc son roman s'ouvre à la maison de retraite du Soleil couchant, donc en Corée du Sud, dans laquelle tout résident qui le souhaite peut décider d'écrire sa nécrologie, parce qu'il paraît que ça apaise les résidents. Pour ce faire, donc Lee Se-ri, qui anime cet atelier, propose à chaque résident de donner 3 mots qui permettront de résumer leur vie. Et contre toute attente, Madame Mook, 98 ans, qui est un phénomène dans la maison de retraite, décide non seulement de participer à cet atelier, mais elle refuse d'en donner 3, elle veut en donner 7. Et pas moins. Donc ces 7 mots composeront les 7 parties de ce roman. Et je vais vous les donner pour que, tout comme Lee Se-ri, vous ayez envie d'écouter l'histoire de Madame Mook. Donc le premier mot qu'elle donne, c'est esclave, puis reine de l'évasion, meurtrière, terroriste, espionne, amante et mère. Donc comme vous pouvez l'imaginer, ce roman est rempli d'aventures et de rebondissements. Mais la question qu'on se pose, et que se pose Lee Se-ri quand elle entend Mook Miran lui dire tout ça, c'est qu'est-ce qu'on peut croire du récit d'une femme qui affirme qu'elle a toujours menti pour survivre. Donc c'est ce qu'on se pose, nous aussi, en lisant ce roman. En tout cas, que Madame Mook nous dise la vérité, ou bien qu'elle fanfaronne du début à la fin, ce qu'on peut dire, c'est que ce personnage, il est formidablement complexe et riche, à travers son histoire qui est tragique et profondément romanesque. C'est tout un siècle de l'histoire de la Corée du XXe siècle qui nous est raconté, donc traversé par les annexions et les guerres, donc d'abord sous occupation japonaise, puis déchiré par la guerre civile. Et j'ai trouvé ça très intéressant de s'intéresser donc à cette époque. Au début, on peut être un peu dérouté par la structure, parce que donc on passe d'une époque à une autre, selon les parties, et d'une identité à une autre, puisqu'elle ne cesse d'occuper l'identité dont elle a besoin pour survivre, selon le problème qu'elle traverse. Et donc parfois ça peut nous perdre un peu, mais je trouve que ce puzzle géant
était très intéressant à lire parce qu'elle correspond bien donc, à la fois à cette histoire qui est totalement morcelée et à cette femme qui a dû justement se diviser en plein de petits morceaux pour pouvoir réussir à survivre, à traverser le temps. Donc voilà, je vous conseille la lecture des 8 vies d'une mangeuse de terre, qui est un très bon premier roman. Et donc, mon deuxième livre s'intitule Louve en juillet. Il est écrit par Gabrielle Filtoshiba et publié aux éditions Des Paysages. Gabrielle Filtoshiba, si vous ne la connaissez pas, c'est une autrice québécoise. Elle est notamment connue pour avoir une vie rangée à Montréal, qu'elle a décidé de plaquer entièrement pour aller vivre dans une cabane dans la forêt pendant 3 ans. De cette expérience, elle va tirer tout un tas de livres, notamment la trilogie du Kamouraska, donc Encabané, Sauvagine et Bivouac, qu'elle a sorti entre les années 2018 et 2020 de mémoire, et qui va conjuguer donc engagement écologique et engagement féministe. C'est pourquoi c'était un très bon choix pour les éditions des Paysages de faire appel à cette autrice pour démarrer la collection Animal, qui est dédiée à la littérature écoféministe, dont elle va inaugurer la collection avec ce premier texte, donc Louve en juillet, dans lequel elle va mêler avec beaucoup de poésie son destin de femme avec celle de sa chienne Sequoia, une husky d'Alaska qu'elle va recueillir à l'âge de 22 ans et qui va l'accompagner durant près de 10 ans. Avec elle, la jeune femme va apprendre à apprivoiser d'abord le monde sauvage au milieu de sa forêt canadienne, dont elle a bien besoin, mais aussi, ensuite sa vie de jeune femme et sa vie de jeune mère. Le ton est donné dès le début, puisque à la page 16, elle va nous dire avant de te raconter comment nous sommes mortes, toi et moi, je vais coucher sur papier toutes les fois où on s'est mutuellement sauvé la vie, mon amour de Sequoia. On dit souvent que les chiens ressemblent à leur maître, et Gabrielle Filtoshiba et Sequoia n'échappent pas à cette règle, ou du moins on comprend qu'elles ont appris à vivre, elles ont appris l'une de l'autre, elles ont grandi ensemble jusqu'à devenir semblables à 2 sœurs. Ensemble, elles affrontent les violences qui se dressent sur leur chemin, en passant du braconnage aux relations d'emprise, et elles vont prouver au jour le jour qu'elles ont beau être des espèces apprivoisées, on ne pourra jamais leur enlever leur liberté. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Donc elle le dit elle-même, c'est un véritable tombeau littéraire et il vaut mieux sortir les mouchoirs parce que c'est assez triste, mais c'est très beau, c'est un texte qui est bref, mais qui est un concentré d'amour, d'humilité, mais aussi de férocité qui va rendre cette lecture bouleversante. C'est beau, c'est touchant, c'est à lire pour tous les amateurs et amatrices de poésie, puisqu'elle écrit aussi de la poésie, pour tous ceux qui cohabitent avec les animaux, et aussi pour tous ceux qui veulent un point d'entrée dans l'écriture de Gabrielle Filtoshiba, qui est une autrice que je trouve extrêmement talentueuse. Voilà. Et je vous donne un dernier mot sur le livre de Marie Charelle que vous a présenté ma collègue, donc Nous sommes faits d'orage, qui contient la même ode à la nature et la même poésie qui m'a profondément bouleversée. C'était ma révélation littéraire, mais on ne pouvait pas être deux à le présenter. Donc je vous conseille quand même d'y jeter un œil. Voilà. Merci beaucoup. Et donc je laisse ma place à Fabien. Bonsoir. Alors, Georgi Gospodinov, écrivain bulgare, 57 ans. Il est auteur de plusieurs romans, dont 4 ont été traduits en français. Il a écrit de la poésie, des nouvelles, des romans, de la bande dessinée. Il a été traduit dans une 40aine de langues. Il a reçu un prix international de littérature en 2023. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Son roman qui vient de sortir, c'est Le jardinier et la mort. Quand j'ai eu le livre en main, j'ai accroché dès la première phrase. Cette première phrase, c'est « Mon père était jardinier, à présent, c'est un jardin ». Dans ce roman, il ne se passe pas grand-chose, mais il se passe une grande chose, qui est la mort d'un père aimé. C'est une histoire qui a été réellement vécue par l'auteur,
Et d'ailleurs, on peut se poser d'emblée la question, est-ce que c'est un témoignage, est-ce que c'est un roman? Il répond à cette question en disant que c'est un roman, car une fois passé par la langue, revêtu de mots, le récit devient autant une fiction que la réalité. Ce roman, donc, est composé de 91 chapitres, très courts, rédigés d'abord dans des carnets, à la main. Il a commencé avant que son père tombe malade, il a continué pendant l'hospitalisation, les traitements, etc. Ces carnets ont accompagné sa douleur et puis son deuil ensuite. De son père jardinier, Georgi Gospodinov dresse un portrait assez tendre et assez admiratif. C'était un bon père, hein, un père qui grandit dans la Seconde Guerre mondiale, enfin juste après la Seconde Guerre mondiale plutôt, dans la Bulgarie communiste. On lit plusieurs fois la Bulgarie ce soir, c'est un hasard, mais bon, voilà. Et à travers lui, il y a de nombreuses anecdotes qui sont distillées. C'est des anecdotes sur le pays, sur l'époque, sur les traditions, sur les modes de vie de l'époque. C'est tout ça qu'on découvre. Mais surtout, c'est un récit intime sur la mort, sur le dernier escalier qu'on gravit, sur le dernier souffle, sur la main qu'on tient jusqu'au bout. Voilà, tout ça, c'est décrit. C'est beau. C'est pas très gai, hein. Mais c'est avant tout de l'amour filial qui ruisselle dans les pages. Et par ailleurs, c'est un bouquin qui est rempli de poésie, qui mêle étonnamment la mélancolie et la botanique. Je vais vous donner quelques phrases comme ça que j'ai pris en exemple. Le jardin était son autre vie possible, sa voix et tout ce qu'il taisait. Autre phrase, je suis convaincu que l'œil des enfants a la faculté d'élargir l'espace lorsque vous avez la taille des roses et des tulipes. Vous regardez le monde de près, vous êtes à sa hauteur, et il est à la vôtre. Grandir, éloigne et rapetisse. Une autre phrase que j'ai bien aimée, c'est... Il raconte un peu qu'en fait, il déménage souvent. Ils ont une vie où, quand il est gamin, l'auteur, ses parents déménagent beaucoup. Et quand son père déménage, il déménage le jardin. C'est-à-dire qu'il va déterrer tous les bulbes, il les prend, et il les met dans les cartons, et puis il les replante là dans leur nouveau jardin. Donc il a le même jardin qu'avant, mais ailleurs. Et il finit ce chapitre-là en disant les fleurs ne sont-elles pas les périscopes secrets des morts qui gisent sous elles et observent le monde à travers leurs tiges. Moi, je trouve ça, il y a plein de phrases comme ça, et je trouve ça assez joli. Et je pense que c'est un livre qui, par sa qualité littéraire, ses réflexions et sa douceur, c'est très doux, c'est un livre vraiment très doux, est un livre vers lequel on peut revenir plusieurs fois dans sa vie quand on en a besoin. Et quand on a refermé le livre, on pense encore à ces tulipes, à ces pivoines, à ces jacinthes qui ont survécu à celui qui les a plantés. C'est les éditions Gallimard, et voilà, Le jardinier et la mort. C'est le premier livre. Autre ambiance pour le deuxième. Frapper les pauvres. Édition de la librairie du Labyrinthe, édition amiénoise, qui a publié beaucoup de super romans. Jean-Paul Delahaye, c'est l'auteur. Il est pédagogue. Il a 74 ans. Il est haut fonctionnaire retraité. Il a été d'abord prof d'histoire géo, il a été inspecteur de l'éducation, il a été ensuite inspecteur de l'Académie d'Amiens dans les années 80, puis il va grimper petit à petit les échelons de l'éducation nationale et jusqu'en 2012, il est conseiller du ministre de l'éducation de l'époque. Voilà. Donc c'est ça, voilà. L'auteur, sa carrière, c'est ça, donc il est plus habitué à écrire des rapports, des articles, etc. C'est son premier roman. La particularité de Jean-Paul Delahaye, c'est qu'il est issu d'un milieu très pauvre. Et toute sa carrière dans l'éducation nationale sera orientée vers un seul but, c'est de trouver les moyens de réduire les inégalités à l'école. Et dans Frapper les pauvres, c'est encore le sujet de ce roman. Le roman raconte l'histoire de deux jeunes, l'un est de Clichy-sous-Bois, l'autre de Bondy,
Ils s'appellent Dylan et Brandon. Ils sont repérés au collège parce qu'ils sont super bons à l'école. Ils sont sélectionnés, ils deviennent boursiers, ils intègrent l'internat d'excellence d'un lycée très réputé qui, dans le roman, s'appelle le lycée Clovis. Donc ils intègrent ce lycée tous les week-ends, évidemment, ils rentrent chez leurs parents dans leur quartier d'origine ils ont pour habitude de revoir leurs copains tous les samedis. Ils racontent à leurs copains qui sont donc restés à Clichy, où ils sont pour ceux qui ne sont pas sortis du système scolaire, ils sont au lycée professionnel qui s'appelle Ambroise Croizat. Donc tous les samedis, ils discutent et il y a des grandes discussions mouvementées en bas des tours HLM. Et puis ceux qui sont à l'internat d'excellence expliquent leurs nouvelles conditions d'études. Et pour ceux qui sont restés à Clichy, c'est une révélation. Parce qu'ils disent, mince, eux ils pensaient que tous les lycées étaient les mêmes. Mais ils se rendent compte qu'il y a des lycées qui sont beaucoup mieux lotis que le leur. Parce que dans leur lycée pro, les bâtiments sont délabrés, les cours sont supprimés à l'appel et les profs ne sont même plus remplacés. Alors que, évidemment, à Clovis, le taux d'encadrement, les conditions d'études sont optimales, il y a des cours particuliers, il y a des moulures au plafond, il y a des profs qui se bousculent pour y enseigner, évidemment, c'est pas la même histoire. Donc ces discussions du samedi engendrent donc une prise de conscience chez les copains de Dylan et Brandon. Ils prennent conscience des injustices. Ils ne s'en rendaient pas compte jusqu'alors. Et de cette prise de conscience va découler un désir d'engagement. Et des cahiers de doléances vont être écrits. Une révolte, on peut dire ça, se prépare. Je ne vous en dis pas plus parce que je vous laisserai découvrir ce qui va se passer. Et c'est un roman assez peu courant, en fait, c'est un roman-essai, on peut dire. C'est un mélange un peu des deux. La narration est entrecoupée de ce que les protagonistes vont appeler donc leur cahier de doléances, c'est les brèves d'en dessous, ils appellent ça comme ça. Et dans ces brèves, on remarque que l'auteur, Jean-Paul Delay, connaît particulièrement bien le milieu de la grande pauvreté, ce milieu où, par exemple, on paye en plusieurs fois la cotisation annuelle de la coopérative scolaire qui s'élève pourtant que à 10 €. Et l'auteur parvient à nous faire comprendre donc, le quotidien des lycéens de cette banlieue, mais tout en évitant un écueil, il n'essaye pas de parler comme les jeunes. Il n'essaye pas de singer le langage des jeunes. Il a 74 balais, je pense que s'il essayait, on verrait que ça sonne faux. Et il ne le fait pas, et c'est tant mieux. Le récit est parsemé de plein de références. Alors, il y a toute une galerie de personnages, mais il y a plein de références aux Gilets jaunes, à mai 68, à la Révolution française, qui ont fait un roman, je trouve, plutôt bien adapté à cette fin d'année 2025. Voilà, merci. C'est tout pour moi. Et je vais laisser la parole à Marie, qui va conclure cette force. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Et je pense qu'on peut applaudir encore une dernière fois les libraires.